Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une journée boursière en Europe marquée par de nouveaux records, des records poussifs certes, mais des records tout de même pour les grands indices européens, le Stoxx 600, le DAX marquent des records historiques au cours de cette séance, une séance sans véritable dynamique, mais les records sont là aujourd'hui. Le CAC 40 a marqué un plus haut depuis ses records historiques de l'année 2000. On est monté à plus de 6410 points avant que les indices se tassent un petit peu en fin de séance. On termine légèrement positif à Francfort et on termine légèrement négatif à Paris. Ce soir, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Dans le même temps, on notera que la dynamique fusion-acquisition ne faiblit pas. On a un deal majeur aujourd'hui annoncé dans l'immobilier en Allemagne avec Vonovia, la première foncière de logement en Allemagne et en Europe, qui rachète son concurrent Deutsche Wohnen pour 18 milliards d'euros. Et puis on attend la confirmation d'un deal très attendu dans les médias avec Amazon qui devrait pouvoir s'offrir les studios indépendants MGM pour environ 9 milliards de dollars. Voilà pour la thématique M&A aujourd'hui. On parlera des sujets de marché avec nos invités dans un instant, les 3 invités de Planète Marché qui seront avec nous jusqu'à 19h15. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sera consacré au thème de l'éducation à l'occasion du lancement d'un nouveau fonds thématique chez Sycomore Asset Management. Et Frédéric Ponchon, gérant chez Sycomore, sera avec nous donc dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse à partir de 19h15 en plateau. Mais d'abord, le résumé complet de cette séance boursière après la clôture des indices en Europe ce soir, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien qui perd 0,28% à 6390 points. La séance aura d'ailleurs vu l'indice parisien osciller toute la journée autour de l'équilibre sans réussir à prendre clairement une direction, mais en restant au-dessus des 6400 points une majeure partie de la journée, jusqu'à la clôture en tout cas, où l'indice a enfoncé donc ce seuil des 6400 points. Les investisseurs qui ont vu leurs craintes inflationnistes reculer aujourd'hui avec des prises de parole répétées des membres de la Fed sur le caractère passager des tensions inflationnistes. Un message répété hier encore par plusieurs membres de la Fed. Lael Brainard, gouverneur de la Fed, l'a appuyé dans une prise de parole, mais aussi les dirigeants des Fed d'Atlanta ou encore de Saint-Louis. James Bullard de la Fed de Saint-Louis a d'ailleurs martelé de son côté que la Fed ne réduirait pas ses achats d'actifs avant que l'économie américaine ne soit complètement remise de la crise sanitaire. Et il a ajouté que ce n'était pas encore le cas. On note en Europe à présent qu'au-delà du CAC 40, le DAX 30 a lui été porté une partie de la séance par l'annonce de la fusion entre 2 grandes foncières allemandes que sont Vonovia et Deutsche Wohnen. Vonovia qui propose 52 € par action Deutsche Wohnen et le maintien d'un dividende à 1,03 € pour les actionnaires donc de Deutsche Wohnen. Une opération d'un montant total de 18 milliards d'euros et soutenue par Deutsche Wohnen elle-même. Dans le sillage de cette annonce, les cours des 2 entreprises ont pris 2 directions distinctes à Francfort. Vonovia recule de plus de 5% ce soir, tandis que Deutsche Wohnen gagne près de 16% et Allemagne toujours, mais statistiques à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance donc de 2 statistiques clés dans le pays. Aujourd'hui, le climat des affaires au mois de mai tout d'abord est au plus haut depuis 2019. L'indice IFO ressort à 99,2 points sur le mois contre 96,6 points au mois précédent. Le PIB du premier trimestre ressort en net recul de son côté par rapport au dernier trimestre 2020. Il recule de 1,8%. Statistique toujours, mais aux États-Unis à présent, la confiance des consommateurs ressort inférieur aux attentes au mois de mai. L'indice en question, mesuré par le Conference Board, s'élève à 117,2 points sur le mois, légèrement en dessous du consensus. L'indice Case-Shiller, qui mesure de son côté les prix de l'immobilier, montre une progression de 1,6% des prix donc de l'immobilier dans les 20 principales zones métropolitaines aux États-Unis, soit au-dessus des attentes du consensus.
Du côté des valeurs, à suivre à présent à la Bourse de Paris, Solutions 30 continue sa chute et perd plus de 8% aujourd'hui encore après le recul de plus de 70% hier à la suite de la publication de son rapport financier 2020, mais aussi et surtout du refus de EY d'exprimer une opinion d'audit sur l'entreprise. On note à Paris toujours que la Française des Jeux distribue aujourd'hui une action gratuite pour 10 actions détenues pour tous les actionnaires de la première heure présents lors de l'IPO de l'entreprise à la suite de sa privatisation. Et on note enfin à Paris que Sodexo se félicite de son côté d'une décision du Centre international pour le règlement des différends aux investissements qui a confirmé le paiement d'une indemnité de 73 millions d'euros par l'État hongrois à l'entreprise suite à des changements réglementaires sur le marché des titres restaurants dans le pays. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs découvriront l'indice du climat des affaires en France pour le mois de mai. Ils suivront également, ou en tout cas plusieurs entreprises tiendront leurs assemblées générales, à savoir Dassault Systèmes, Legrand, Publicis ou encore Safran. Et du côté des résultats, ce sera Capelli, LDC ou encore Cadian qui feront le point sur leurs résultats. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Genzi nous accompagne ce soir, le directeur de la stratégie de Cholet Dupont. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à vous, bienvenue à Christian Parizeau également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes chef économiste d'Orel BGC et bienvenue à Gustavo Orenstein qui nous accompagne également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur des études et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Je me suis dit pourquoi ne pas mettre l'Europe à la une. C'est vrai qu'on entame la dernière semaine du mois de mai qui est toujours réputé être un mois un peu plus faible avec une saisonnalité un peu moins favorable que d'autres mois. Néanmoins, on attaque cette dernière semaine du mois de mai avec des records sur les indices boursiers, le Stock 600, le DAX au plus haut historique, le CAC hors dividende au plus haut depuis l'an 2000. Une surperformance quand même notable des indices européens versus les indices américains depuis quelques mois maintenant. L'euro est soutenu face au dollar également. On n'est pas loin des plus hauts de l'année sur l'euro-dollar, entre 1,22 et 1,23. On voit des taux, des rendements obligataires qui remontent également en Europe, avec un 10 ans allemand qui est pas loin de se rapprocher de zéro. On est toujours en négatif, mais on se rapproche chaque jour un peu plus du zéro pour le 10 ans allemand. Et puis sur le front économique, on le voyait avec les enquêtes PMI de vendredi, un rattrapage de la partie service là, qui est en train de s'accélérer en Europe au fur et à mesure des programmes de réouverture des différentes économiques. Que vous inspire cette situation pour l'Europe, Gustavo, et est-ce que l'Europe intéresse à nouveau les investisseurs ? Alors, il y a dans cette question deux choses. Là, il y a l'économie européenne. Et là, ce qu'on observe, c'est bien sûr les effets de la réouverture. Et on a eu l'occasion plusieurs fois de dire qu'on allait être surpris, même les plus sceptiques sur l'Europe, que quand ça réouvre, ça réouvre. Ça accélère forcément. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. On le voit dans les enquêtes. Ça va venir dans la consommation. Enfin, l'ensemble de l'économie va rebondir assez fortement, avec ce décalage avec les États-Unis, puisque les États-Unis ont connu ça il y a déjà quelques trimestres. Donc, ça arrive maintenant en Europe et ça explique ce décalage. Et ça participe probablement à la force au moins de l'euro à coup sûr, et éventuellement également des indices. Mais là aussi, je serais prudent, toujours la même chose, ce n'est pas du tout équivalent, l'économie européenne et les indices européens. Et je dirais qu'une des raisons pour lesquelles les indices européens ont fait plutôt bien ces dernières semaines, c'est essentiellement leur composition beaucoup plus cyclique. Par exemple, un indice américain qui est plus défensif, ou avec des choses spécifiques comme le Nasdaq, enfin les GAFAM, ce type de valeur où il y a plutôt eu des prises de bénéfices, en tout cas jusqu'à récemment, puisque là, nous sommes plutôt dans un moment de doute sur le scénario. On pourra en parler évidemment. On sent quand même qu'il y a une transition et un peu de confusion sur ce qui va se passer à partir de maintenant. Justement, allez-y, enchaînez là-dessus, Gustavo, parce que c'est le point clé de la discussion. On voit effectivement des taux américains qui arrêtent de monter et le marché tout de suite qui se repositionne effectivement de manière très mécanique sur des valeurs de croissance, sur les valeurs à la valorisation la plus élevée. Alors effectivement, est-ce que c'est juste une petite parenthèse dans le grand trade cyclique de réouverture qui a profité à l'Europe pour revenir à l'Europe, ou est-ce que c'est une période un peu plus confuse qui pourrait d'ailleurs durer dans le temps ? C'est une question qu'on se pose aussi. J'aimerais bien sûr avoir une idée plus claire là-dessus, mais ce qu'on voit évidemment, c'est que d'un point de vue économique, on comprend cet aspect cyclique, la réflation profonde qui est voulue, mais sur les marchés financiers,
tout ça a été joué relativement vite quand même. On le voit dans le cours des matières premières. On le voit aussi dans la correction qu'il y a eu du côté des obligations elles-mêmes. Les taux d'intérêt ont quand même beaucoup monté, et notamment la partie qui sert à protéger l'inflation, les break-even d'inflation. Toutes ces anticipations pricées dans le marché ont été assez rapidement. On sent maintenant, effectivement, il faudrait aller beaucoup plus loin pour maintenant continuer à alimenter ce mouvement. C'est-à-dire que même des chiffres d'inflation aux États-Unis, comme on l'a vu sur le mois d'avril, à 4% et plus, ou 3% pour l'inflation sous-jacente, maintenant, ça y est, c'est intégré. C'est-à-dire que ça ne fait plus bouger le marché. Il est clair que les chiffres qui vont arriver dans les prochains mois risquent d'être encore forts, mais la surprise sera forcément un peu moindre. Et il y a la question du fait que cette hausse des prix est temporaire. On l'avait déjà vu d'ailleurs dans les chiffres qui avaient été publiés, que si on commençait... Alors évidemment, je sais bien que quand on enlève tout ce qui monte, ça baisse. Mais effectivement, c'était très concentré sur quelques endroits. On avait vu l'effet des prix des billets d'avion, etc., les voitures de location. Il y a toutes choses. Mais par contre, quand on regardait par exemple la variation médiane des prix, c'était rien. Enfin, ça bougeait très très peu. Donc pour l'instant, il n'y a pas de diffusion globale, mais il serait quand même logique avec la réouverture qui se poursuit qu'il y ait bien une accélération globale des prix. Ça serait absolument logique, et ça serait d'ailleurs voulu par la Banque centrale. Ça, c'est un sujet aussi qu'on a plusieurs fois répété. La Banque centrale, la Réserve fédérale, veut que les prix accélèrent, et non seulement que les prix accélèrent, mais que les anticipations d'inflation accélère, et pas simplement à court terme, également à long terme. Parce que s'il fallait résumer les 10 dernières années en termes de politique monétaire, c'est que l'inflation était trop basse, les anticipations trop basses, ce qui pose des problèmes. Donc le fait qu'elle réaccélère, c'est quelque chose qui est voulu, désiré. Après, la question, c'est est-ce que ça va trop loin, est-ce que ça échappe ? Bon, ça c'est une question peut-être pour plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de dire, du point de vue de la Réserve fédérale, lorsqu'elle observe les marchés financiers et l'économie, elle est plutôt satisfaite. Cette idée que l'inflation est temporaire est plutôt bien passée. Les taux d'intérêt ont l'air stabilisés, n'ont pas explosé, n'ont pas créé d'instabilité. Il y a déjà eu une correction obligataire. Il y a ce fameux taper, le tapering, en tout cas du côté des marchés obligataires, a en partie eu lieu sans créer de perturbations majeures. Enfin, je veux dire, si c'est ça le krach boursier, oui, on s'en sort bien. Donc évidemment, c'est ça qui est très, très curieux. Et en même temps, à l'intérieur, les rotations internes du marché, ça aussi, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, mais ces rotations ont été très favorables aux cycliques versus les défensifs, très favorables, effectivement, récemment aussi à l'Europe, aux matières premières. Mais ça a été très vite. Et comment vous expliquez qu'on soit dans une phase peut-être où les convictions sont un peu plus challengées aujourd'hui ? Est-ce qu'on anticipe des scénarios finalement moins positifs sur la croissance, sur l'inflation demain ? Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre des dynamiques de marché, des taux notamment aujourd'hui, Gustavo ? Je crois que cette idée des excès, cette idée que, notamment des excès cycliques, de l'inflation, ça lutte quand même contre des choses très lourdes, je dirais 10 ou 15 ans d'inflation faible. Donc c'est un monde assez différent, on a du mal à s'y projeter complètement. S'extirper totalement du narratif de stagnation séculaire ou de déflation, de désinflation, c'est un équilibre assez lourd. C'est un équilibre assez lourd, et il y a cet effet, l'homéostasie, si on voulait trouver des mots scientifiques, qui tend à ramener vers une situation où il n'y a pas effectivement de surchauffe, etc. Il y a la question en plus, même aux États-Unis, d'un côté dérivée seconde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'accélération est maximum, et donc tout ce qui est maximum ne peut que décélérer. Les aides publiques vont plutôt avoir tendance à décélérer à partir de maintenant. Il y a la question du plan d'investissement qui est un doute, effectivement, mais bon, c'est un débat politique compliqué aux États-Unis. Des hausses d'impôts qui vont arriver, ça semble déjà plus acquis. Et puis, par exemple, sur tout ce qui est de l'assurance chômage, on sait qu'un certain nombre d'États américains ont commencé à réduire ces aides. Donc on a passé le maximum. Ça ne veut pas dire que l'économie va ralentir très fortement. Enfin, c'est un débat en tout cas qu'on peut avoir. Mais en tout cas, le pic a l'air d'être passé. Pas en Europe, c'est vrai, mais aux États-Unis, c'est clair. Quant à l'Europe, il faut avouer qu'on a beaucoup de mal, malgré tout, mais on est plutôt optimiste sur l'Europe. On a beaucoup de mal à se surexciter sur le fait qu'il va y avoir une surchauffe énorme en Europe. La BCE n'a pas l'air d'être du tout dans cette idée-là. Donc pour l'instant, je dirais même la BCE peut dire, elle a réussi à découpler pas mal les taux d'intérêt européens des taux américains. C'est plutôt une réussite. Bon, les taux remontent. Alors pas aujourd'hui, il y a un énorme rallye obligataire aujourd'hui. Mais en tout cas, cette tendance est à peu près bien maîtrisée. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'en termes de scénario de risque, en termes d'inquiétude, on a du mal à voir très bien d'où ça peut venir. Et en même temps, comme tout ça a déjà été très joué, on est aussi mal à l'aise avec la poursuite de cette logique réfletionniste. Ouais, je comprends. Bon, vos commentaires là, sur l'analyse de la situation, Vincent, et puis je reviens à ma question sur l'Europe. Est-ce que l'Europe regagne de l'intérêt auprès des investisseurs, au moins en relatif, par rapport à une zone américaine ?
et Gustavo l'a très bien expliqué, qui semble avoir franchi un peu ses pics d'accélération en tout cas. Oui, le rythme de croissance a peut-être atteint son maximum, ce qui est pas tout à fait anormal, puisqu'on est à peu de choses près, un an après le grand creux qu'on a connu l'année dernière. Donc, tous les chiffres de comparaison sont très favorables. Moi, je crois effectivement que quand on regarde les ISM qui sont au plus haut, ça ne peut que nous inciter à être un petit peu plus prudents sur le rythme de croissance. Et c'est, à mon avis, pour ça qu'on a sur les marchés obligataires américains également un petit reflux ou un certain calme qui s'est instauré. Je pense que les marchés ne regardent pas à un an, ils ne savent pas. Je pense qu'ils sont beaucoup plus court-termistes. Donc, aujourd'hui, ils se disent, voilà, on a eu une très forte accélération, on a eu un peu peur pour l'inflation, on a pensé qu'on pourrait avoir peur sur l'inflation, donc on a eu un premier mini crack obligataire, parce qu'il n'y a pas eu de grosses répercussions finalement en dehors du marché des taux. Et aujourd'hui, on se dit momentum maximum passé, donc peut-être qu'il peut y avoir un certain calme, un retour au calme sur les marchés obligataires. On a la Fed qui continue à alimenter son discours sur l'inflation et surtout sur le fait qu'elle ne veut surtout pas se retrouver dans une situation à la japonaise, donc elle veut tout faire, comme l'a dit Gustavo, pour qu'on retrouve un rythme inflationniste un peu plus fort, ce qui nous donnera de la croissance nominale plus élevée, des hausses de salaire, etc. Donc relancer quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des décennies. Et puis, à côté de ça, je crois que les marchés se disent, bon, on a eu un mauvais chiffre d'inflation, attendons. On verra bien au deuxième. Mauvais parce qu'il était très fort. Parce qu'il était très fort, oui. Attendons au deuxième. Moi, je pense que là, on est entré dans une séquence de au moins 2 mois, si ce n'est 3, où on va avoir des comparaisons qui vont être assez compliquées. Que ce soit sur le niveau des prix, sur les matières premières, sur des goulots d'étranglement, parce que toutes les économies, enfin tous les secteurs économiques ne se sont pas remis en route. On sait que si les entreprises américaines ont du mal à recruter, c'est parce qu'il y a également probablement dans la partie des bas salaires, des gens qui préfèrent rester au chômage parce qu'ils arrivent à gagner plus en touchant des allocations que de reprendre des jobs à temps complet, mais moins payés. Donc, je crois qu'on est un peu dans le flou. On est dans une crise très atypique, c'est vrai. Et je crois que la Fed va vraiment prendre son temps. Donc, je ne pense pas qu'on ait un changement d'opinion avant cet été. On verra bien si à Jackson Hole, il y a quelque chose d'officiel, de plus officiel que ce que l'on voit aujourd'hui. Mais ça va sans doute nous donner des marchés obligataires relativement calmes, si on n'a pas de mauvais chiffres d'inflation d'ici une quinzaine de jours. Et donc, ils seront forcément élevés. Mais mais pas en accélération supplémentaire. Je comprends. Voilà. Et donc, ce n'est pas tellement étonnant qu'il y ait un retour d'intérêt pour les États-Unis, qu'aux États-Unis, il y a un retour d'intérêt sur les valeurs de croissance, sur les valeurs technologiques qui ont largement sous-performé depuis le début de l'année, voire depuis l'automne. Et donc, en fait, ma question de savoir si les investisseurs seraient intéressés à l'Europe, je la pose au moment où finalement les forces du marché américain, les grandes valeurs de croissance et les grandes valeurs technologiques sont en train de retrouver de la marge. Oui, mais on ne sait pas combien de temps. C'est peut-être un rattrapage sur ces valeurs dans le contexte actuel où on a des taux qui sont assez calmes. Si dans 15 jours on a un mauvais chiffre d'inflation plus mauvais que le précédent, oublie les GAFA. Je comprends. Donc effectivement, quand je me regarde par rapport à ça, l'Europe qui est très décalée jouit à la fois d'un environnement où il y a encore beaucoup d'attentes positives qui vont enfin se faire jour, où on va avoir des chiffres bien meilleurs sur le plan de l'activité. On a déjà des chiffres très encourageants de la part des entreprises. Bon, donc on a aussi en Europe, et ça a déjà été dit, une composante value un peu plus forte. Jusqu'à présent, la value montait alors qu'on n'avait même pas de hausse des taux en Europe. On commence à avoir une normalisation sur les taux en Europe. Puisque les taux ont remonté, il est normal que l'Europe relève la tête et que certains investisseurs se disent, même aux États-Unis, voilà, je commence à aller regarder ailleurs. Donc moi, on ne le voit pas encore forcément beaucoup dans les flux, mais je pense qu'effectivement, ce qui se passe en ce moment... Pour vous, c'est le début de quelque chose, du coup. Oui, bien sûr. Je sais pas. Dans les portefeuilles, ça doit l'Europe avoir une place dans les portefeuilles européens, il y a déjà beaucoup de valeurs européennes, mais dans les portefeuilles internationaux, il n'est pas exclu qu'il y ait effectivement un retour de flux. Aujourd'hui, c'est pas très manifeste, mais je pense que le comportement des indices est assez encourageant de ce point de vue-là. Bon, Christian, vos commentaires, je reprends toujours ma question. Est-ce que l'Europe, là, peut retrouver de l'intérêt, au moins en relatif par rapport aux États-Unis, chez les investisseurs non résidents internationaux ? Est-ce qu'on peut avoir une dynamique de flux qui viendrait
prolonger le mouvement de performance pour les actions européennes et même de surperformance peut-être par rapport au reste du monde? Je pense que c'est un peu ce qui a été déjà dit, c'est-à-dire que les marchés n'ont pas une visibilité, ils n'ont pas une vision à long terme. Très clairement, on est sur le très court terme en ce moment. C'est-à-dire qu'on a joué les mouvements automatiques de l'économie. Quand je parle automatique, c'est j'enlève les règles sanitaires, je réouvre les commerces. Les commerces, ils vont faire du chiffre d'affaires. On laisse les gens acheter, en général, ils dépensent. Donc, on a joué cette reprise. Donc, on a vu qu'aux États-Unis, on a joué leur démarrage aux États-Unis parce qu'ils étaient en avance sur la campagne de vaccination. Maintenant, on joue l'Europe et on va commencer à jouer le Japon. Parce que le Japon, là, on a encore des statistiques pandémiques, tout ça, mais ils viennent de valider les vaccins, ils commencent à accélérer la vaccination. Donc, comme par hasard, la semaine dernière, gros mouvement de flux sur les actions japonaises. Bon, on sent qu'on est dans du mécanique. Et la vraie question, pour moi, c'est le deuxième semestre de cette année. La vraie question, parce que là, on est dans des mouvements qu'on a bien identifiés, qui sont mécaniques de rebond de l'économie. La vraie question, mais demain, c'est quoi le rythme de croissance? C'est quoi la normalité? Je vais vous prendre juste quelques exemples pour bien comprendre. Aujourd'hui, aux États-Unis, on est à 0,9 points du niveau du PIB d'avant la crise. Donc, on est quasiment revenu au niveau du PIB d'avant la crise. Sauf qu'on est, en termes d'emploi, à 5% de gens qui travaillent en moins. Donc, ça veut dire que on réussit à produire autant avec 5% de gens en moins. Une reprise sans emploi. C'est une reprise sans emploi, mais ça veut dire un gain de productivité énorme. Donc la question, je vous dis pas du tout la même chose sur le scénario économique. Soit ça c'est durable, et ça c'est très positif, c'est-à-dire qu'on a investi dans les technologies, alors on a peut-être trouvé des bullshit jobs, alors on a mis des gens un peu de côté, on s'est aperçu qu'on avait fait des gains de productivité. Si vous me dites que ça c'est bon, c'est-à-dire qu'on va avoir une reprise sans emploi, sans inflation, parce qu'on va avoir des gros gains de productivité, c'est génial pour le marché action, c'est le nirvana. À l'inverse, si c'est temporaire, si c'est juste parce que ça c'est la productivité par tête, mais c'est parce que les gens sont en télétravail, ils travaillent chez eux, ils travaillent beaucoup plus et on a du mal à mesurer l'heure de travail. C'est pour ça que je parlais de productivité par tête. En réalité, ils sont pas beaucoup plus productifs, c'est juste qu'ils travaillent plus. Donc vous n'avez rien gagné en productivité malgré tous les investissements que vous avez fait pour le télétravail et tout ça. Et puis derrière, peut-être quand les gens vont revenir dans les entreprises, on va peut-être réouvrir les services généraux, on va réouvrir les cantines. Donc l'emploi va remonter, mais ça va pas forcément augmenter la production des gens qui étaient en télétravail. Donc on va juste réaugmenter l'emploi. Donc à ce moment-là, ça sera bon pour l'emploi, mais ça sera pas bon pour la productivité. Vous voyez que je dis pas du tout la même chose en termes de profit, en termes de productivité. Donc ça, c'est un exemple. Sur le deuxième semestre, qu'est-ce qui va se passer quand on a fini le rebond technique de l'économie? Qu'est-ce qui va se passer réellement sur la productivité? Ça, c'est un exemple. L'inflation. L'inflation, on pourrait dire, on prend les exemples, accélération de l'inflation, boucle prix-salaire, mais on n'en est pas du tout là. Là, c'est une inflation, mais avec pénurie. C'est une offre qui est contrainte. Aujourd'hui, on a des mises en chantier qui ne sont pas bonnes parce qu'on n'arrive pas à mettre en route les chantiers parce qu'on manque de main-d'œuvre, on manque de matériaux de construction, on manque de bois. Aujourd'hui, on a GM qui pourrait vendre beaucoup plus de voitures, mais ils sont en train d'arrêter pendant une semaine leur production parce qu'ils n'ont pas de semi-conducteurs. Alors, ces gens-là, ils ne sont pas en train d'embaucher. Et vous n'allez pas me dire que ça va faire de l'inflation, ça. C'est un problème, c'est que l'Américain qui a eu sous son chèque Biden, qui n'a pas envie de reprendre les transports en commun, qui va acheter une voiture neuve, manque de chance, GM ne peut pas lui donner. C'est quand même une contrainte en termes d'offres. Donc c'est une mauvaise inflation. On n'a jamais eu autant d'entreprises qui se disent prêtes à passer ces hausses de prix liées justement mais elles n'ont pas le choix. Le problème, c'est qu'on est dans une situation de pénurie et d'inflation, mais on n'est pas du tout dans une boucle prix-salaire. Parce que si GM était sur une très forte demande, qu'il n'y avait pas de problème de pénurie, qui tournait 24/24 sur ses usines, donc il serait en train d'embaucher, il serait même en train de dire tiens, je vais faire une nouvelle usine, et je vais embaucher les gens à n'importe quel prix parce qu'il faut que je fasse tourner ma nouvelle usine. Là, je suis d'accord, on serait dans une boucle prix-salaire. Mais là, vous êtes dans une économie qui va être contrainte en termes d'offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre problème, c'est que vous voulez vendre des jouets à Noël, mais peut-être que votre bateau qui vient de Chine, il ne va pas arriver. Donc vous allez avoir votre magasin vide. Et aujourd'hui, les grands distributeurs américains, ils sont en train de payer des surprimes pour préempter les bateaux, 2021. Pour avoir les bateaux à la rentrée et pour pas que leur vente de fin d'année soit chute. Donc on est sur une économie qui va être contrainte. Donc derrière, vous pouvez me dire tout va bien, l'économie américaine est en plein boom, mais derrière, qu'est-ce qui va se passer au deuxième semestre? Est-ce qu'on va pas avoir finalement un scénario de vente en volume qui baisse, mais peut-être des hausses de prix, mais pas forcément une boucle prix-salaire? Donc on est plutôt sur quelque chose de net ralentissement avec inflation. Donc on n'est pas dans un scénario super positif dans ce cas-là. Donc vous voyez, il y a plein de scénarios qui
sont ouverts. C'est même le pire des scénarios. C'est le pire des scénarios manière. si ça dure, si le côté pénurie dure. Donc toute la question aujourd'hui, moins de croissance, mais plus d'inflation. Voilà, aujourd'hui, on manque. C'est le problème. C'est est-ce qu'on va régler le problème du transport maritime? Est-ce qu'on va régler le problème des saturations des ports? Est-ce qu'on va régler le problème des semi-conducteurs? Vous voyez, il y a plein de problèmes aujourd'hui, donc on n'a pas de visibilité. Et d'ailleurs, quand vous regardez la courbe des VIX, vous savez, l'indice qui vous protège contre le risque de volatilité, qui vous permet de jouer la volatilité, on voit que le VIX, il augmente énormément cet été. On voit qu'elle est complètement déformée, cette courbe des VIX. Et donc, ça montre bien que les investisseurs attendent cet été. Parce que soit tout va bien, on est sur une forte croissance, et peut-être que la Fed sera obligée de moins injecter de liquidités, soit il y a vraiment une déception sur les résultats des entreprises, parce qu'il y a un ralentissement lié à un environnement qui est beaucoup plus dur qu'attendu. Et là, les attentes des analystes actions sont un peu élevées. Et vous dites, en toute honnêteté, aujourd'hui, c'est compliqué de trancher la question. On n'a aucune visibilité. Pour un investisseur, c'est très compliqué de faire un pari fort, sauf à être convaincu. Non, dans ce cas-là, on fait les paris qu'on a la maîtrise. Une économie se réouvre suite à des... on joue ça, mais on n'a pas de visibilité beaucoup plus longue. On va pas au-delà. Et aujourd'hui, donnez-moi un scénario sur le deuxième semestre. Franchement, aujourd'hui, c'est très très compliqué. Vous êtes obligé de mettre plein d'hypothèses, mais on n'a pas de visibilité sur le deuxième semestre. Vincent ? Enfin, moi, ce que je préfère quand même, tant qu'à avoir de l'inflation, que ce soit... avec de la croissance. Non, d'avoir des goulets d'étranglement dont on sait que progressivement, ils vont forcément diminuer. Alors que si on était dans une boucle salaire-inflation, là, on serait... C'est plus dur de revenir en arrière, mal je suis d'accord. Mais par contre, attention, parce qu'on a quand même des retours aujourd'hui. Alors, c'est toujours difficile, mais quand on parle des semi-conducteurs, on nous parle de problèmes jusqu'à la fin d'année. On n'est pas du tout sur quelque chose qui va durer 3 mois et ça y est, c'est fini. Les problèmes... aujourd'hui des conteneurs, de tout ce qui est de saturation des ports, on parle jusqu'à la fin d'année. Donc c'est quand même pas le temporaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le temporaire? Mais même M. Powell qui nous a dit ces problèmes de goulot d'étranglement, c'est peut-être 1 an. Je ne sais pas si le marché a intégré le côté temporaire 1 an. Mais en tout cas... Je ne vois pas grand monde qui est prêt à jouer un retour en récession non plus. Donc non, tout ceci alimente la thèse d'une croissance qui va se normaliser. Et qui dit croissance normalisée, dans les 6 mois, 9 mois qui viennent, dit que ça nous protège des surchauffes, ça nous protège également d'une Fed qui deviendrait trop agressive. Et à long terme, ça me semble très positif pour les marchés. Qu'effectivement, pour les 3 mois qui viennent, on se pose des questions à cause de l'inflation et des taux de la Fed, c'est vrai. Qu'au deuxième semestre, on se repose des questions, parce qu'il peut y avoir des déceptions, c'est vrai, sur les chiffres d'affaires ou sur les marges, également des entreprises. Donc que ça nous laisse de la volatilité un peu instantanée pour 3-4 mois, c'est tout à fait normal. Et c'est aussi pour ça que les marchés, même en Europe, tu dis qu'ils font des plus hauts, mais depuis un mois, ils grappillent. On n'est plus du tout sur le même rythme. Non, mais bien donc sûr. je crois que les marchés, pour une fois, je parle des indices, sont un peu cohérents et ils se disent, bon, voilà, on a déjà acquis une très belle avance, maintenant allons-y un peu plus calmement. Ouais. Est-ce que, alors Gustavo, bien sûr, vos remarques, évidemment. C'était sur la question de l'inflation, parce que il y a deux questions différentes dans ce problème d'inflation. Le problème des goulets d'étranglement est un problème de court terme, je dirais même 1 an à la limite. C'est juste qu'on voit bien comment ça va se régler par la production de certain nombre de choses. Par ailleurs, mettre des usines ou des mines en route, si on parle de matières premières, ça peut prendre du temps aussi. Non, mais on n'a pas détruit les usines. Il y a 2 choses. Il semblerait quand même que le gros de l'activité qui doit accélérer n'est pas dans le secteur manufacturier, qui lui va plutôt bien, mais c'est dans le secteur des services, a priori moins problématique. Peut-être pas. Après, je ne sais pas s'il va y avoir du jus d'orange pour tout le monde, ça c'est encore une autre question. Mais en tout cas, voilà, ça c'est en train de réouvrir. Il y a manifestement de la place, il y a de la place dans le tourisme, dans le voyage. Enfin, il y a quand même beaucoup de secteurs qui ont beaucoup souffert. Il faut bien les trouver, les fameux 9 millions d'emplois, ils existent quand même, ils sont là. Donc, ces questions de goulets d'étranglement sont effectivement de court terme. En revanche, un peu plus profondément, il y a, s'il fallait résumer, c'est juste le fameux taux d'épargne américain. 27% de taux d'épargne, en moyenne c'est 7%. C'est vrai que vous vous dites, si vous passez de 27 à 7, qu'est-ce que ça fait comme boom de la demande? Je crois que c'est 10 points du PIB, c'est l'épargne cumulée des ménages américains aujourd'hui. Exactement. La question simplement, c'est de se dire, OK, à court terme, tout ça est très compliqué parce qu'on sort d'une crise très bizarre, c'est cette transition. Mais dans le fameux monde d'après, si vous avez 10 points de PIB qui arrivent ça en demande... et des ménages désendettés aussi, comme ils ne l'ont jamais été, peut-être depuis 10, 15 ou 20 ans. Leur dette, non, mais en partie, en tout cas, par rapport aux années 2000, ils sont quand même beaucoup moins endettés. Donc ce qui va se passer avec ces masses importantes fait partie des choses qui interrogent un peu. Alors ça va peut-être se faire doucement, on ne sait pas très bien. Là, il y a une incertitude, et là, ça pose une question d'inflation plus traditionnelle, plus fondamentale, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une surchauffe plus profonde et plus durable. Et là, effectivement, la Fed devrait agir et on rentre dans un autre cycle. Mais est-ce que la Fed doit répondre à
au fait qu'il n'y ait pas de bateaux disponibles, etc. Non, évidemment non, elle l'a déjà dit, elle n'y répondra pas, elle ne peut rien y faire de toute façon. Et voilà, donc si sur les marchés, ce qui nous fait peur quelque part, c'est la Réserve fédérale, la Réserve fédérale ne fait pas peur sur ces questions, en tout cas sur les questions de goulet d'étranglement. Ouais. Attention quand même, juste un élément technique, l'épargne va baisser automatiquement. Hein. Attention, parce que dans la hausse du taux d'épargne, ce n'est pas une hausse liée au revenu durable des ménages, c'est lié juste au versement. Vous recevez un chèque de $100, vous l'épargnez. D'accord, mais le mois suivant, vous ne le recevez pas, le chèque du Trésor de $100. Donc, votre taux d'épargne, il va rebaisser immédiatement. Donc, c'est un peu un effet technique dans cette hausse. Toute la question, c'est cette épargne forcée, accumulée dans le passé. Est-ce qu'un jour, il va se retrouver dans la consommation ou est-ce qu'il va rester en épargne ? Quelle partie va se retrouver dans la attention, consommation ? une grosse partie pourrait rester quand même dans l'épargne des ménages. Donc, c'est pas aussi évident que ça que l'épargne soit vraiment un moteur. D'autant qu'il y a l'élément politique et fiscal américain. Alors, c'est vrai que c'est plutôt les hauts revenus qui vont être taxés, mais les hauts revenus vont également augmenter leur épargne. On dit toujours que quand on commence à avoir peur des hausses d'impôts, on garde un petit peu d'épargne, on ne va pas tout reconsommer. Donc c'est vrai qu'il n'est pas évident que toute l'épargne retourne dans la consommation. En tout cas, ce sera peut-être un peu plus le cas aux États-Unis qu'en Europe, parce qu'en Europe, je crois qu'au sein des ménages, il y a quand même des vraies questions sur l'avenir des impôts pour rembourser ou réduire la dette. Aux États-Unis, ça pourrait quand même se produire un petit peu. Donc peut-être qu'on serait un peu surpris de voir un taux d'épargne qui diminue, mais pas forcément aussi rapidement que ça. Une européanisation des comportements des ménages américains. On a Joe Biden, on n'a pas Donald Trump. Hein. C'est Donald Trump qui est à l'origine quand même de la hausse des prix du bois, il faut le savoir. Hein. Ah bon ? Mais bien sûr, c'est quoi parce que les Canadiens, les Canadiens ont arrêté de produire et donc du coup les Américains viennent chercher du bois en Europe. Il faut le faire quand même. Hein. Sur la Fed, et nous piquons des bateaux qu'on a besoin. Parce que maintenant, on utilise ces bateaux pour transporter du bois et non plus pour transporter des conteneurs de Chine vers l'Europe. Donc, ça accentue le problème de bateaux, pour la petite histoire. Christian, oui, je voulais avoir votre éclairage sur... Alors, c'est un marché dont on parle jamais, mais il faut qu'on en dise un mot, le marché du reverse repo. Donc, pour dire les choses simplement, les institutions financières, les banques, les fonds d'investissement, les mutual funds américains ont le choix tous les soirs de parquer une partie de leur liquidité excessive sur un compte de la Fed. C'est vraiment de l'overnight, comme on dit. On n'en parle jamais parce que jusqu'à présent, c'est pas un programme qui était utilisé de manière très importante par ces institutions financières, sauf depuis quelques jours. On comprend qu'il y a quand même plusieurs dizaines de grands établissements, alors qui ont mis 350 milliards et quelques vendredi en dépôt auprès de la Fed pour une nuit. Lundi, c'était quasiment 400 milliards. Donc là, on retrouve des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis plusieurs années sur ce programme de reverse repo pour les institutions financières. Pourquoi est-ce que ces institutions vont mettre 400 milliards de liquidités lundi soir sur le compte de la Fed ? Est-ce qu'elles ne trouvent pas moyen d'utiliser cette liquidité ? Pourrait très bien s'en servir pour prêter au jour le jour à d'autres institutions financières, ou est-ce qu'il y a tellement de liquidités dans le système qu'à un moment, il faut bien qu'elle aille être déposée quelque part, sachant que la rémunération, c'est sans doute pas ce qui intéresse en premier lieu ces banques ou ces institutions financières qui vont déposer leur argent, puisque la rémunération, c'est zéro. Oui, mais attention, ça pourrait être négatif. Oui, non, mais ça. Non, attention, parce que attention, ça traduit. Relatif, elle trouve un intérêt. Attention, ça traduit. Ça traduit un excès de liquidité sur le marché monétaire. Enfin, sur le court terme, entre les banques. Bon, cet excès de liquidité, soit moi je suis une banque, j'ai 100 trop de liquidité, soit je vais les prêter à une autre banque, mais si personne n'en veut, à la fin de la journée, je vais voir la Fed et puis je prends le taux de la Fed. Ou sinon, on va peut-être me mettre un taux négatif pour me débarrasser de cette liquidité. Donc, autant le mettre dans ce cas-là, là où je suis sûr de l'avoir. Donc, ça traduit clairement un excès de liquidité. La vraie question, c'est pourquoi les banques ont d'un seul coup autant de liquidité. Alors ça, c'est une vraie question parce que c'est toujours difficile à isoler et on ne peut pas savoir. Alors, on aura peut-être des retours de marché, mais c'est jamais très clair. Les banquiers ne nous disent jamais pourquoi ils ont trop de liquidité à la fin de la journée. Secret professionnel. Pourquoi ils l'ont pas utilisé. Alors, est-ce qu'ils ont déleveragé, ils ont fait moins de crédits, ils ont moins prêté aux fonds spéculatifs ? Ça pourrait être une explication, mais on n'a pas vu non plus des mouvements de marché, de sell-off massif de marché. Mais avec ce qui s'est passé récemment dans l'actualité, on pourrait dire qu'il y a peut-être un petit peu de prudence de la part des prises de risque. Et donc, elles se retrouvent avec ces liquidités. Est-ce qu'il y a une demande de crédit qui est moins forte ? Enfin, il peut y avoir un ensemble d'éléments, mais c'est très difficile aujourd'hui d'isoler. Par contre, ça peut poser un problème à la Fed. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a trop de liquidités dans le système. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle en injecte un peu trop. On en vient au tapering. On en vient au tapering. Mais alors après... Elle doit être contente de voir ces chiffres, la Fed. Elle se dit, j'ai
400 milliards pas tous les jours forcément, de liquidités parce excessives. que pas forcément. Elle Non. préférerait que ces liquidités servent à l'économie, financent l'économie, génèrent la croissance. Alors, est-ce que c'est encore une fois, il faut se méfier sur un jour ou deux. Il faut quand même être prudent. Mais est-ce que ça traduit véritablement un deleveraging, un effet finalement on a trop de liquidités, la Fed injecte un peu trop et va peut-être ralentir un petit peu momentanément. Hein. Attention, on est au jour le jour là. On n'est pas dans des mouvements. Hein. Donc en moyenne, elle fera toujours ce qu'elle dit, mais elle peut réduire un petit peu. Mais en tout cas, ça traduit peut-être une désorganisation. Donc c'est quand même à surveiller. Il faudrait plus savoir la cause de ça. En plus, le gros problème qu'on n'a pas, c'est qu'on a les montants globaux, mais ça peut être une seule banque. Donc attention aussi à ça. On n'a pas, on sait que ça peut être une seule banque qui d'un seul coup. Voilà, il y en a une qui a d'un seul coup coupé toutes les carcères et tout et qui se retrouve à mettre. Donc attention à pas surinterpréter, mais en tout cas, c'est à surveiller quand même parce que ça montre qu'il y a un peu trop de liquidité dans le système monétaire, dans le système bancaire aujourd'hui. Bon, c'est les chiffres d'un ou deux jours, mais c'est vrai qu'au moment où on s'interroge sur est-ce que la Fed va réduire son programme de liquidité justement pour les marchés, c'est intéressant, Gustavo. J'ai envie de dire, d'abord, le marché monétaire américain, depuis une dizaine d'années, a quand même connu pas mal de révolutions. Ça a beaucoup changé. Et même ces 3 dernières années, il y a quand même eu pas mal d'épisodes assez curieux, d'incompréhension. La Fed elle-même a dû, par exemple, se remettre à faire... Eux-mêmes, ils n'ont pas tout compris. Eux-mêmes, de leur propre aveu, disons, on a mal calibré quelque chose. Ils ont dû... Fin 2020, je dis pas de bêtises, hein, tout allait pour le mieux sur le plan de la croissance, de l'inflation. Parce que les entreprises ont dû s'acquitter de certaines taxes en fin d'année. Visiblement, il y a un assèchement du marché monétaire sur les dernières semaines de décembre qui ont obligé la Fed à mettre des montants mais délirants. C'est-à-dire, on parle de trillions de dollars au jour le jour dans ces marchés-là. Oui. Attention, c'est des injections de court terme. Hein. Oui, bien sûr. 24 heures après, c'est évaporé, c'est absorbé. Ça n'a rien à voir avec, avec des achats obligataires sur 10 ans. Hein. Là, c'est vraiment un court terme. Comme le dit Gustavo, quand même des problèmes de plomberie, quoi. Voilà, la plomberie, c'est très compliqué, de toute façon, mais en plus, elle a changé. La Fed elle-même n'arrive pas forcément à très bien calibrer tout ça. Par exemple, les repos et reverse repos, les contreparties ne sont plus que des banques. C'est pas que des banques, c'est tout un ensemble d'institutions financières, des hedge funds, beaucoup de choses. Et donc, ils font face à quand même un système beaucoup plus complexe que, on va dire, 10 ou 15 ans en arrière, qui était déjà compliqué, mais avec un niveau de réserve beaucoup plus bas et une gestion différente. Donc je crois que là, il y a un peu de trial and error, on dira, sur la politique monétaire. Là, je parle de la plomberie de la politique monétaire, pas la conduite de base des taux d'intérêt, et dont, justement, le tapering et le QE ne fait pas partie, en réalité, d'une question de plomberie, enfin, en tout cas, en théorie, fait partie d'une question de politique monétaire. Ce n'est pas le même objectif. La plomberie, c'est autre chose. C'est effectivement assez compliqué. Et bon, ils font tout un tas d'instruments, dont le reverse repo, qui est un instrument relativement neuf, par ailleurs, pour essayer de contrôler un petit peu tout ça. Et arbitrer les flux, effectivement, sur ces marchés-là. Exactement. Ouais. Bon. Non, je réagissais juste à ce que disait Christian sur le deleveraging. Finalement, la seule classe d'actifs où il y a eu un énorme deleveraging ces 15 derniers jours, c'est les cryptos ? Voilà. Alors bon, je suis pas sûr que ça justifie en termes de volume, mais il y a quand même eu il y a dû y avoir des ventes importantes. Ça donc peut calmer un peu l'appétit pour le risque global. Oui, et puis s'il y a eu des ventes de crypto, il y a eu forcément des achats de dollars en face. On peut le lire comme quelque chose effectivement d'un moindre appétit pour le risque ou d'un moindre appétit pour les activités risquées dans les grandes institutions. À mon avis, oui, ça peut jouer quand même sur ce qu'on appelle tous les modèles de variance, risque variance, et ça peut jouer sur les prises de position. Donc oui. Mais en tout cas, je pense que vu ce qui s'est passé sur les fonds spéculatifs, on peut avoir quand même des banques qui sont un peu plus tout ce qu'on appelle prime broker, tout ce qui était financement des fonds un peu spéculatifs. Je pense qu'il y a peut-être eu une petite passage en revue, on va dire, et même une petite descente de la Fed. Je serais pas étonné pour voir un petit peu les expositions des différentes banques. Donc je suis pas sûr qu'ils veulent pas conclure finalement le deuxième trimestre avec un peu moins de prise de risque par fonds, notamment. Moi, je pense qu'ils vont avoir beaucoup dilué leur exposition par fonds avec ce qui s'est passé récemment.
Bon, voilà pour les explications qu'on peut avancer sur la plomberie monétaire aux États-Unis. Il nous reste quelques minutes. Je voulais vous faire réagir au propos de Carson Block, le patron emblématique de Muddy Waters, un des vendeurs à découvert, le vendeur à découvert peut-être le plus connu dans le monde. Alors, qui est sur le dossier Solution 30. Il a racheté d'ailleurs ses positions aujourd'hui après la chute du titre hier pour la reprise de cotation de plus de 70%. Solution 30 qui baissait encore de 8% aujourd'hui. Alors, je ne veux pas vous amener spécifiquement sur le dossier Solution 30, mais je veux quand même que vous réagissiez à ce que dit Carson Block, et c'est pas la première fois qu'il le dit, la manière dont il analyse le capitalisme financier en Europe. Hein. Il déclare ça hier. Nous allons nous attaquer aux problèmes d'envergure liés aux pratiques douteuses d'entreprises en Europe. Bon, il a déjà pris plusieurs fois des positions à découvert sur des dossiers européens, Solution 30 étant la valeur emblématique française à laquelle il s'est attaqué. Il estime qu'il y a des analogies flagrantes entre Solution 30 et Wirecard, le scandale puissance 1000 en Allemagne qui fait encore des vagues d'ailleurs aujourd'hui. Les deux entreprises ont pu aller aussi loin à cause de problèmes européens, nous dit Carson Block. 2 points. Un aveuglement délibéré des investisseurs face à des problèmes flagrants, en l'occurrence dans la comptabilité des entreprises. Une culture de crédulité extrême envers les entreprises, conjuguée à un mépris des managements pour les critiques qui leur sont adressées. Et tout ça donne un patchwork légal et réglementaire qui fait de l'Europe un terreau fertile pour les mauvais comportements des entreprises. Est-ce que l'Europe est un terreau particulièrement fertile pour la mauvaise conduite des entreprises, Vincent ? Je pense que c'est quand même un discours pro-domo, donc il a tout à fait intérêt à dire, voilà, regardez, je vous avais prévenu, j'ai eu raison, et la prochaine fois que je ferai une étude négative sur une valeur, vous m'écouterez plus. Premier point. Deuxième point, nous en parlions avant le début de l'émission, les États-Unis eux-mêmes ont connu, il y a quelques dizaines d'années, des scandales retentissants avec Enron et WorldCom, où on avait eu exactement les mêmes déviances sur le plan du management, des pratiques comptables, des organisations de holding, de filiales, etc. Donc, je ne sais pas si l'Europe est un terreau particulier. Je pense que des crises ou des anecdotes comme celle-là, il y en a régulièrement. Il estime que les investisseurs, d'une certaine manière, sont trop crédules vis-à-vis de la communication des entreprises, vis-à-vis des managements aux commandes. Les investisseurs, ils s'appuient beaucoup sur le travail des analystes, et on sait que le travail des analystes est quand même parfois assez compliqué pour aller rechercher les détails et pouvoir challenger les managements. Il faut aussi relativiser les choses. S'il y a davantage de volatilité sur les small caps ou sur les mid caps ou sur des sociétés qui sont plus récentes, c'est justement parce qu'il n'y a pas des décennies de pratiques de croissance, de comptabilité, de management qui font que Air Liquide ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc oui, c'est vrai que on est peut-être dans une phase où aujourd'hui on retrouve chez les investisseurs particuliers, notamment aux États-Unis, mais ça commence à venir un peu en Europe, des comportements qui nous rappellent les années qu'on avait connues avant 87 ou avant l'an 2000, c'est vrai. Et donc, en ce sens, donner un message de mise en garde sur quand vous achetez un titre, c'est pas n'importe quoi. Si vous achetez du Bitcoin, c'est encore moins le cas. Mais là, je veux comprendre. Mais derrière, il a quand même un intérêt financier à faire ce genre de remarques, de même qu'il a un intérêt financier à publier une note négative sur une société alors qu'il vient de la shorter. D'accord. Moi, on ne va pas faire le débat sur les pratiques des short-sellers, mais c'était le fond de son discours qui m'intéressait, Gustavo. Encore une fois, aveuglement délibéré des investisseurs, culture de crédulité extrême envers les entreprises, mépris des critiques, et puis le patchwork légal et réglementaire, enfin ça c'est l'Europe, évidemment, qui fait un terreau fertile pour les mauvais comportements des entreprises. C'est pas les investisseurs qui l'accusent, Carson Block. Oui, mais bon, voilà. Bon, mon travail ne consistant pas à analyser des entreprises. Non. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Tout ce que je peux dire simplement, et cette histoire, globalement, enfin, pas celle-là en particulier, mais en général, c'est qu'évidemment, la gouvernance fait partie des questions compliquées et qui sont des questions importantes à se poser, et probablement un endroit où il faut constamment regarder, vérifier et avoir être à peu près assez strict, si possible, sur ces questions de gouvernance. Mais encore une fois, sans connaître vraiment le dossier. Non, bien sûr, mais c'est pour ça, je ne veux pas vous amener sur le terrain spécifique. Cette question de la gouvernance est sûrement importante. Après, une question qui serait des us et coutumes en Europe. Oui, la question, est-ce que vous avez l'impression que la gouvernance est moins bonne en Europe qu'aux États-Unis ou en Chine, puisqu'il faut se comparer au reste du monde? Non, ce n'est pas l'impression générale que j'ai.
En revanche, je crois que Carsten Bloch disait aussi que le patchwork législatif européen était aussi rajouté à la complexité. Oui. Et là, ça, c'est un point où on peut faire quelque chose. Ouais. Et c'est d'ailleurs le cas, puisque dans les programmes de l'Union européenne, il y a le marché financier unique, il y a l'uniformisation légale et également fiscale, puisque ça fait partie de ces questions européennes. Donc là, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et on peut être optimiste, en tout cas, sur la volonté d'améliorer ces questions-là. Christian. Oui, moi je dirais que je vais renvoyer la balle. C'est pas la faute des investisseurs, c'est pas la faute des analystes, c'est plutôt la faute des auditeurs. C'est comment certifier les comptes aujourd'hui d'une société multinationale. Aujourd'hui, alors je n'accuse pas, mais comment vous certifiez les comptes d'Apple ? Comment vous certifiez les comptes des grosses sociétés qui font des optimisations fiscales à tout va, qui font extraire le profit où ils veulent et où passent les flux financiers. Alors après. Heureusement, je pense qu'on est face à des gens honnêtes, mais si vous avez un escroc, vous mettez un escroc sur une grande société. Quand il y a une volonté de fraude, vous dites. Maintenant, même c'est tellement complexe. C'est tellement complexe avec des paradis fiscaux. Mais ça, on peut renvoyer la balle. Pourquoi il y a encore des paradis fiscaux ? Mais avec des histoires de paradis fiscaux, d'optimisation fiscale. Voilà. Non, mais ça contribue derrière. C'est opaque tout ça. Alors après, vous avez un auditeur qui va amener trois personnes dans une salle. On va leur fermer, puis on va leur donner des factures à vérifier. Ils vont faire un sondage et puis ils vont vous dire les comptes sont très bons. Bah oui, ils ont fait un sondage sur 3 comptes, alors qu'on sait que la société a 100 filiales partout dans le monde et que les flux transitent un coup en Irlande, un coup aux Bahamas. Les choses peuvent changer, Christian. On voit les actionnaires d'Atos qui rejettent les comptes présentés par l'entreprise. Je dis pas que ça peut changer. Première. Mais il faut des histoires comme ça pour que ça change. Ouais. Très clairement. Derrière, on a eu quand même une crise financière. C'était de la spéculation démesurée, mais derrière, c'était quand même des banques qui ont pris énormément de risques sans que personne ne s'en soit aperçu. Les Lehman Brothers, il n'a pas fait comme ça d'un seul coup. Il s'était audité, les Lehman Brothers, et on n'a jamais vu. Je veux bien, mais il y a eu quand même une prise de risque excessive. Donc, on a eu une régulation très forte. Alors, tout le problème, c'est où on passe la régulation, où on passe jusqu'à quel point on la met. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est véritablement sur un vrai problème aujourd'hui, qui est les optimisations fiscales, toutes ces filiales, ces multiplications de filiales qui rendent pratiquement impossible d'auditer des gros groupes. Et ça laisse la place, si on tombe sur des gens malhonnêtes, forcément à des dérives. Mais ça, c'est, je dirais, évident aujourd'hui, mais ça tient énormément à la complexité. Alors, est-ce que l'Europe contribue à ça par son morcellement et sa réglementation? Je suis entièrement d'accord, ça y contribue. Mais c'est derrière ça, c'est un vrai problème plus global. Donc on va espérer qu'il y ait une vraie taxation qui tue les paradis fiscaux. Et là, je pense que ça va un petit peu assainir les choses. On verra ce que nous dit le G7 cette semaine. Visiblement, ils sont prêts à s'accorder sur un impôt minimal à 15%. Le G7, c'est déjà une première étape avant l'OCDE, peut-être demain. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, Aurel BGC, Gustave Orenstein d'Orval Asset Management et Vincent Genzi, Cholet-Dupont était avec nous en plateau ce soir dans Smart Bourse. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique marché à thème, consacré ce soir au thème de l'éducation, le thème de l'investissement dans l'éducation évidemment, et on en parle avec Frédéric Ponchon à mes côtés, associé gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous avoir dans ce studio ce soir avec moi pour parler donc de Sycomore Global Education, c'est le nom du nouveau fonds thématique qui vient d'être lancé par Sycomore. Je voulais qu'on mette un petit peu en perspective les enjeux que représente le thème de l'éducation aujourd'hui. On va parler du marché, de ce que ça représente financièrement, mais et c'est très intéressant, on a ces objectifs de développement durable qui ont été détaillés par l'ONU depuis plusieurs années maintenant. Il y en a 17, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et l'éducation de qualité, c'est quand même le numéro 4. C'est-à-dire la lutte contre la pauvreté, l'alimentation, et l'éducation vient dans le top 5 de ces objectifs de développement durable. Comment vous mesurez donc justement les enjeux durables derrière ce thème de l'éducation? Et puis on pourra parler peut-être de la place financière que ça peut représenter. Oui, effectivement, c'est vrai que l'éducation, c'est vraiment tout à fait central pour l'épanouissement des individus. Investir dans l'éducation, c'est investir dans le savoir, les compétences, le capital humain.
c'est important pour les individus, c'est capital aussi pour la prospérité, la durabilité des économies, et puis pour les entreprises aussi, c'est une question d'agilité et de performance économique. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant en termes de durabilité, soutenabilité de la finance, de l'économie. C'est l'ODD numéro 4, donc qui est l'accès à tous à une éducation de qualité, et ça en fait tout au long de la vie. Et à côté de ça, on pense qu'il y a des intérêts économiques extrêmement intéressants, avec une croissance du secteur qui est au-delà de celle du PIB. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a à peu près 6 000 milliards de dollars de taille du secteur de l'éducation, et on attend pour 2030 à peu près 10 000 milliards. Voilà, donc ça fait une croissance. Là, vous parlez des acteurs du marché de l'éducation, ceux qui apportent des solutions, qui offrent des accès à l'éducation, c'est ça L'ensemble, en fait, du secteur économique, donc ça va être les produits, les services, les salariés du secteur, c'est une taille qui est de 6 000 milliards de dollars et qui va donc... qui sera 10 000 milliards demain. Exactement, ce qui fait une croissance de 5 à 6% en moyenne annuelle, ce qui est supérieur finalement à ce qu'on peut attendre de croissance du PIB. Donc c'est pour ça que cette surperformance du secteur devrait se traduire boursièrement également par une surperformance. Donc c'est un thème qui nous a beaucoup intéressé parce que effectivement il y a cet angle de soutenabilité, il y a cet angle de performance économique et donc on peut l'espérer boursière. Et puis c'est un thème qui est finalement assez peu... Il y a une offre de fonds qui est très limitée sur ce secteur-là, qui était considéré comme un secteur de niche. Pourtant, il y a quelques leviers de croissance qui sont très facilement identifiables. Le premier, c'est celui, justement, je parlais des apprentissages tout au long de la vie. L'éducation, on est vraiment à un moment d'inflexion, puisque aujourd'hui, entre les transitions écologiques, les transitions digitales, l'automatisation, on a des besoins de formation, de reformation, de recycler les compétences. Exactement. Et il y a... aujourd'hui, selon l'EIT, à peu près 1,5 milliard, par exemple, d'emplois qui sont en risque du fait de la transition écologique. Nous, on croit beaucoup à une transition juste. Donc, il faut accompagner toutes ces personnes vers de nouveaux emplois. Donc, ça veut dire de les réorienter. Par ailleurs, les compétences, aujourd'hui, une compétence technique, ça dure 5 ans, pas plus. Donc, voilà, tout au long de sa carrière, il faut que les individus le fassent et il faut aussi que les entreprises le fassent pour leur agilité. Et ça veut dire que le premier pilier d'investissement de ce fonds, c'est de manière assez évidente les entreprises qui fournissent ces solutions éducatives, avec, j'imagine, une composante technologique très forte aujourd'hui. Alors, effectivement, on a deux autres leviers de croissance. C'est, le deuxième, c'est l'EdTech. Donc, c'est l'ensemble des solutions, des produits, en fait, qui permettent, sur le plan technologique, qui permettent un apprentissage qu'on considère meilleur, hein, puisqu'il y a une accessibilité géographique, qui est plus importante. On peut étudier dans des grandes universités américaines depuis l'Afrique, l'Asie. Il y a, comme toujours avec le digital, finalement une baisse des prix, donc une accessibilité en termes juste d'argent qui est aussi plus grande. Puis avec l'EdTech, on est vraiment sur la data, et donc on a la capacité vraiment à aller creuser les difficultés des apprenants, et combiné à un apprentissage classique, on a vraiment des résultats qui sont bien supérieurs. Après, le dernier levier de croissance, c'est celui finalement des pays émergents, je dirais, puisqu'on a une explosion de la classe moyenne dans les pays émergents. On l'a beaucoup vu en Chine ces 10 dernières années. Ça va continuer en Chine, mais surtout, il y a l'Inde, il y a tous les autres pays émergents qui vont prendre le relais. Et en fait, l'éducation, c'est vraiment un facteur de mobilité socio-économique. Et à partir du moment où un foyer arrive dans cette classe moyenne, son envie, c'est de continuer à progresser sur l'échelle sociale. Et il y a des investissements qui sont colossaux derrière les études de leur progéniture, et qu'on imagine finalement assez mal chez nous en Europe. Alors, on investit dans les acteurs de l'éducation, l'EdTech. Effectivement, je comprends quand on regarde les entreprises plus traditionnelles, qui ne sont pas forcément des fournisseurs de solutions éducatives. Là aussi, le lien entre la qualité de l'éducation et de la formation que vous offrez à vos salariés et la performance économique et in fine boursière, là aussi, c'est un lien, une corrélation qui est bien documentée aujourd'hui, Frédéric. Alors, effectivement, ce lien entre les efforts spécifiques de formation, la performance économique et boursière, c'est très documenté. C'est pour ça qu'on a
aujourd'hui choisi pour saisir l'opportunité en fait du marché de l'éducation, d'organiser le fonds en 3 piliers. Un premier qui va être finalement les fournisseurs de services et de produits d'éducation. On va retrouver les écoles, les universités privées, on va retrouver les producteurs de contenu avec des noms très anciens type Pearson, John Wiley, qui est une des plus anciennes sociétés cotées aux États-Unis. À côté de ça, des sociétés de l'EdTech, ToYou, Chegg aux États-Unis, et des sociétés comme Coursera qui vient de s'introduire en bourse sur la formation continue. Donc ça, c'est le premier pilier qui va représenter à peu près 60%, c'est l'objectif du fonds. On a un deuxième pilier qui s'est concentré, lui, sur les facilitateurs d'apprentissage. Donc, c'est tout ce qui est autour de l'étudiant, autour des professeurs. Ouais, je comprends. Et on va retrouver, par exemple, des foncières spécialisées. Il y a une foncière belge. Logement étudiant. Voilà, qui est très intéressante en Europe. On va avoir un troisième pilier, c'est vraiment l'originalité du fonds, sur ce qu'on appelle les sponsors de la formation. Et donc là, c'est toutes les entreprises en fait, qui vont utiliser la formation comme levier de performance économique et d'impact positif sur la société. Et donc, on ne parle pas uniquement en fait, de la formation pour les collaborateurs, ça peut être pour les clients, ça peut être pour la société, ça peut être pour les fournisseurs de ces entreprises. Peut-être quelques exemples. Attendez, il y a des entreprises qui vont faire... de fournir des solutions de formation à leurs fournisseurs, à leurs clients, qui vont en faire un levier opérationnel. Alors, qui vont former leurs clients, leurs fournisseurs. Et tout simplement, dans notre secteur, celui de la finance, plus les clients sont sophistiqués, plus ils sont formés, plus finalement on a de la valeur ajoutée, on peut proposer des produits de valeur ajoutée. Pour les collaborateurs, un exemple qui est assez évident, c'est celui par exemple de Fielmann, qui est la première chaîne d'optique en Allemagne, ce qui a très longtemps limité leur croissance, ça a été leur capacité à trouver des opticiens. Donc ils ont décidé de former eux-mêmes leurs apprentis, 18 mois de formation, un diplôme d'État à la suite de cette formation, un master aussi en termes de direction de boutique. Et de cette manière-là, ils ont un avantage compétitif qui est colossal par rapport aux petits indépendants ou par rapport aux petites chaînes. Ouais, c'est une barrière à l'entrée énorme. C'est une barrière à l'entrée colossale. Il y a d'autres exemples sur d'autres parties prenantes, comme par exemple Mastercard. Mastercard, sur les 15 dernières années, ils ont investi 3 milliards d'euros, enfin 3 milliards de dollars sur la formation, et notamment en Afrique, où finalement, grâce à eux, d'ici 2030, il y aura à peu près 30 millions d'Africains qui auront trouvé un job décent. Donc ça, c'est le marché frontière. Et qui seront bancarisés, et qui seront utilisateurs de Mastercard. Donc on est vraiment à cette intersection entre ce qui est bon pour la société, avec un grand S, et l'entreprise. Bon. Fonds action globale, internationale, forcément, à vous entendre, Frédéric, il nous reste 30 secondes. En termes d'objectifs de performance, enfin même de surperformance, on comprend, c'est l'objectif du fonds. Alors, ce qu'on peut considérer, c'est qu'effectivement, si on a un secteur qui croît plus vite que le PIB, normalement, sur un horizon d'investissement action, on devrait faire mieux qu'un indice généraliste global, effectivement. Merci beaucoup Frédéric d'être venu nous apporter des éléments de perspective autour de ce thème d'investissement de l'éducation qui est en train d'arriver dans les sociétés de gestion, chez Sycomore Asset Management en l'occurrence, avec ce fonds Sycomore Global Education qui vient d'être lancé. Frédéric Ponchon, associé gérant chez Sycomore AM, était avec nous pour en parler ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.